Tout au long du XXe siècle, aucune machine de propagande n'a égalé la puissance de manipulation du Troisième Reich. Sa domination reposait non seulement sur la force militaire et la répression, mais aussi sur la création de récits destinés à contrôler la perception collective. Le régime a transformé la pseudoscience, les médias et l'histoire en outils d'endoctrinement, du mythe de l'Aryan parfait à la figure du Hitler charismatique. Sous la direction de Joseph Goebbels, la propagande nazie a transformé le mensonge en outil politique. Le cinéma, la radio et l'éducation diffusaient des fictions qui légitimaient l'expansion territoriale, l'antisémitisme et l'obéissance aux Führers. Des institutions telles que le ministère de la Propagande et l'Institut d'hygiène raciale donnaient une apparence scientifique aux mensonges. Après 1945, nombre de ces mythes ont persisté. Le savon humain, les prétendues origines juives d'Hitler, la fuite en Amérique du Sud et les armes miracles du Reich. Des décennies plus tard, les archives soviétiques, les documents nazis et les enquêtes médico-légales ont prouvé leur fausseté. Il s'agissait de fabrication de propagande destinées à perpétuer la peur et les mythes. Ce documentaire expose 15 de ces canulars, en analysant comment ils sont apparus, se sont répandus et ont finalement été démentis par des preuves historiques. L'Aryan parfait, une image fabriquée par la propagande. Dans les années précédant son accession au pouvoir, Hitler manifesta un intérêt constant pour les questions raciales. Dans ses discours et ses écrits, il promouvait l'idée que la soi-disant race germanique était supérieure et devait rester pure. Il décrivait ce groupe comme une élite raciale destinée à dominer le reste de la population. Pour lui, le prototype idéal de cette race était une personne de grande taille, aux cheveux clairs et aux yeux bleus. Lorsqu'il arriva au pouvoir, ses idées devinrent la doctrine officielle du régime et furent diffusées par le biais des médias publics, des stations de radio, des productions cinématographiques, du système scolaire et des publications écrites. Les autorités allemandes ont commencé à mettre en œuvre cette vision avec la participation de milieux scientifiques du pays qui affirmaient que l'être humain pouvait être amélioré en limitant la descendance de ceux qui ne correspondaient pas à ce modèle. À partir de 1933, les médecins exerçant en Allemagne furent autorisés à pratiquer des interventions chirurgicales contraceptives chez certains segments de la population. Ces mesures visaient en particulier les Roms, une minorité d'environ 30 000 personnes vivant sur le territoire allemand. Elles concernaient également les personnes handicapées mentales, les personnes nées aveugles ou sourdes, et les patients souffrant de troubles psychiatriques. En outre, environ 500 enfants afro-allemands, descendants de mères locales et de militaires africains ayant fait partie des forces alliées qui ont occupé la Rhénanie après la Première Guerre mondiale, étaient inclus dans ce plan. Hitler a instrumentalisé le concept de race pour décrire les Juifs non pas comme un groupe religieux, mais comme un collectif biologiquement nuisible. Il les accusait de se nourrir des autres races et de les affaiblir de l'intérieur. Lorsque le régime a été instauré, les enseignants se sont alignés sur les nazis, ont commencé à introduire le concept de science raciale dans les écoles. Ils examinaient les crânes, mesuraient les nez et consignaient la pigmentation des cheveux et de l'iris sur les formulaires scolaires dans le but d'identifier qui, selon eux, appartenait à la véritable communauté germanique. Durant cette période, les élèves identifiés comme roms ou juifs étaient publiquement humiliés devant toute la classe. Le 24 février 1920, le Parti ouvrier allemand organisa son premier grand rassemblement à Munich. À cette occasion, Adolf Hitler présenta une liste de 25 points définissant les fondements politiques du mouvement. Ce document établissait comme principes essentiels le maintien d'une nation ethniquement homogène, la subordination des groupes considérés comme inférieurs et l'exclusion des Juifs de toute forme de citoyenneté. Le point numéro 4 stipulait sans équivoque qu'aucune personne d'origine juive ne pouvait faire partie du corps national. Le 18 juillet 1925 parut le premier volume du livre qu'Hitler écrivit en prison après son échec à prendre le pouvoir. Dans cet ouvrage, il exposait ses opinions sur les questions raciales. Selon lui, l'histoire était une compétition entre groupes humains pour la domination territoriale. Il projetait d'étendre les frontières vers l'Est, de conquérir ces terres et de soumettre les peuples slaves au contrôle allemand. Il considérait les Juifs comme une menace particulière, capable de corrompre l'intégrité raciale du pays de l'intérieur. Il proposait leur expulsion comme une mesure nécessaire. Au milieu de l'année 1933,
le nouveau régime instaura des mesures de contrôle des naissances ciblant les groupes jugés indésirables. En vertu de ces mesures, des milliers de personnes handicapées furent stérilisées, dont des centaines d'enfants afro-allemands nés après l'occupation de la Rhénanie, ainsi que des Roms et des patients psychiatriques. Dans les milieux universitaires et scientifiques de l'Allemagne nazie, des désaccords existaient quant au concept de race aryenne. Plusieurs spécialistes en anthropologie, en génétique et en biologie considéraient le terme comme dépourvu de validité scientifique. Les manuels scolaires d'études raciales précisaient que le mot « arien » était d'origine linguistique et non biologique. Après des débats entre universitaires et autorités, le terme fut retiré des documents officiels à partir de 1935. Les spécialistes soutenaient que parler d'une race aryenne n'avait aucun sens dans le cadre scientifique de l'époque. L'image de l'arien blond aux yeux bleus demeura un élément décoratif ou symbolique utile à la propagande, mais sans incidence sur les classifications appliquées par l'État. Au sein de ce régime, les études raciales englobaient 3 approches distinctes: l'idée d'un peuple lié à un territoire, une langue et une culture, le concept de race comme catégorie physique observable, et l'analyse génétique des populations. Chacune de ces approches reposait sur des critères différents. Bien que leurs frontières ne fussent pas clairement définies, les spécialistes s'efforçaient de les différencier. De fait, il était communément admis que parler une langue ne définissait pas l'appartenance raciale. Les auteurs qui abordèrent ce sujet rejetaient rigoureusement l'idée d'une corrélation directe entre l'apparence physique et l'origine biologique. Les experts les plus influents, comme H.F.K. Günther, reconnaissaient que le peuple allemand était issu d'un mélange de composantes raciales, notamment nordiques, alpines, méditerranéennes et autres. Même lorsqu'ils étudiaient les Juifs, ils les classaient comme le résultat de diverses combinaisons, sans identifier de constitution génétique unique. Cette même complexité a conduit de nombreux Allemands à craindre qu'une exaltation excessive du modèle nordique n'entraîne la dévalorisation de ceux qui ne correspondèrent pas à cette apparence. Des tensions sont également apparues entre des disciplines telles que l'anthropologie et la génétique, notamment lorsqu'il est devenu évident que l'apparence physique ne garantissait pas un héritage génétique pur. Les généticiens avertissaient qu'il était impossible de purifier un groupe par le contrôle des naissances. On pouvait avoir une apparence nordique et, simultanément, présenter des comportements associés à d'autres profils raciaux. Par conséquent, les traits physiques visibles ne révélaient pas la composition génétique profonde d'un individu. À mesure que la recherche scientifique progressait, le régime abandonna progressivement les théories de l'anthropologie raciale au profit de modèles plus techniques. À la fin des années 1930, les généticiens gagnèrent du terrain au sein des institutions clés de l'appareil d'État. Ce changement coïncida avec une évolution vers une approche plus pragmatique de la gestion étatique. La promotion d'une science nationaliste, telle que la physique aryenne ou les mathématiques germanisées, perdit progressivement de son élan après 1936. La priorité fut désormais donnée aux disciplines appliquées, orientées vers des objectifs concrets. En bref, bien que l'image de l'Aryan idéal ait été utilisée dans les campagnes de propagande, elle ne constituait pas un critère exclusif dans les décisions officielles. L'identification raciale reposait sur des paramètres plus larges liés à l'ascendance et non uniquement sur l'apparence physique. La rumeur du testicule perdu et son utilisation comme blague politique. Pendant la guerre, les troupes britanniques ont popularisé une chanson moqueuse qui insinuait que le dirigeant nazi n'avait qu'un seul testicule. La mélodie était entraînante et les paroles variaient souvent, même si certaines versions prétendaient que le testicule restant avait fini comme trophée au Royal Albert Hall. Cependant, cette plaisanterie musicale n'avait aucun fondement médical prouvé. Plusieurs histoires ont été proposées pour expliquer cette rumeur. L'une d'elles prétend qu'Hitler aurait perdu un testicule au front lors de la bataille de la Somme en 1916 à cause d'éclats d'obus. Une autre version situe la blessure présumée bien plus tôt, durant son enfance, suite à un accident avec une chèvre. Mais aucune de ces affirmations n'est étayée par des documents solides. La vérité, c'est que l'impact qu'il a subi pendant la bataille s'est produit à sa jambe et non dans la région génitale. De plus, la version de la prétendue perte du testicule provient d'une confession qu'un prêtre aurait entendue des années plus tard de la part d'un médecin allemand, ce qui ne constitue pas une preuve solide. Le seul professionnel à avoir examiné Hitler durant sa jeunesse,
Le docteur Edward Bloch, qui s'est ensuite réfugié aux États-Unis, a déclaré lors de son interrogatoire que l'état physique du futur dictateur était parfaitement normal. Malgré cela, l'intérêt pour la vie privée d'Hitler n'a cessé de ressurgir. Des décennies plus tard, il a été affirmé que les Soviétiques avaient pratiqué une autopsie sur le corps retrouvé à Berlin et qu'elle avait révélé l'absence d'un testicule, bien que cette version n'ait pas été prise au sérieux par les chercheurs. En 2015, un chercheur allemand a eu accès à des rapports médicaux rédigés à la prison de Landsberg, où Hitler fut incarcéré après l'échec du putsch de Munich en 1923. Selon ses notes, le prisonnier était en bonne santé, mais présentait une cryptorchidie droite, c'est-à-dire que son testicule droit n'était pas descendu. La rumeur a également pris de l'ampleur lorsqu'un tabloïd britannique a publié un article basé sur le témoignage tardif d'un prétendu collègue du médecin d'Hitler, qui aurait été témoin de la blessure pendant la guerre. Dans ce récit, Hitler aurait lui-même demandé au médecin s'il pourrait avoir des enfants après l'incident. Cependant, aucun document officiel ne confirme cela, et des biographes comme Ian Kershaw ont indiqué que la seule blessure confirmée se situait à sa cuisse gauche. Les auteurs du livre « Le dernier jour d'Hitler », minute par minute, publié en 2015, ont évoqué la possibilité qu'il ait souffert de 2 anomalies, une cryptorchidie et une affection génitale rare. Ils ont toutefois précisé que ces hypothèses ne constituent pas une preuve concluante et ne permettent pas d'affirmer quoi que ce soit de définitif sur son anatomie. La véritable origine de la chanson remonte au début de la Seconde Guerre mondiale. Son but était de ridiculiser le régime nazi, et le fait de tourner Hitler en ridicule en suggérant qu'il lui manquait un testicule était une façon de saper son autorité et son courage. Les paroles, avec leur ton enfantin, cherchaient à suggérer que ni lui ni son entourage n'étaient des hommes accomplis, remettant indirectement en question l'idée d'une prétendue perfection raciale. L'affirmation selon laquelle Hitler n'avait qu'un seul testicule n'est étayée par aucune preuve médicale concluante. La plupart des versions proviennent de rumeurs, de propagande et de sources peu fiables, souvent diffusées à des fins de ridicule ou de délégitimation symbolique. L'histoire du savon humain, entre rumeurs et preuves ténues. Durant les derniers mois de la guerre, des rumeurs ont commencé à circuler parmi les prisonniers concernant la fabrication présumée de savon à partir de graisse humaine dans des installations allemandes. Ces rumeurs se répandirent rapidement et parvinrent aux oreilles des Alliés, qui les consignèrent dans des rapports et des témoignages. Après la chute du Troisième Reich, plusieurs déclarations mentionnèrent l'Institut anatomique de Danzig comme lieu de production de ce type de savon. Avec le temps, cet épisode fut connu sous le nom de « Affaire de la clé à molette ». Les premiers rapports désignaient le professeur Rudolf Spanner, médecin et directeur de l'Institut, comme responsable des expériences. Des témoins affirmaient que des restes humains avaient été traités dans les salles de dissection pour en extraire de la graisse, utilisée ensuite pour fabriquer de petites quantités de savon. Lors des premiers procès d'après-guerre, ces informations furent présentées comme preuve de la criminalité du régime nazi. Cependant, au fil des années, les chercheurs ont constaté que les preuves étaient minces et incohérentes. Des enquêtes ultérieures ont montré que les matières retrouvées à Danzig provenaient de procédures de conservation anatomique courantes. L'analyse chimique des échantillons récupérés a révélé des composants typiques des produits utilisés dans les pratiques médicales de l'époque. Aucune preuve de production systématique ou de procédé industriel de fabrication de savon à partir de corps humains n'a été trouvée. La production alléguée était plus vraisemblablement limitée à un usage expérimental, lié aux travaux d'anatomie de l'Institut. Le professeur Spanner n'était pas membre du parti nazi et a poursuivi ses travaux scientifiques pendant toute la durée de la guerre, dans des conditions difficiles. Son équipe travaillait avec des cadavres provenant de divers hôpitaux et camps voisins, utilisés à des fins pédagogiques. Les archives ne font état d'aucun ordre officiel, autorisant l'utilisation de graisse humaine pour la fabrication de savon, ni d'aucun document reliant ces activités à une politique raciale ou à des programmes d'extermination. Les faibles quantités de la substance apparues après l'occupation soviétique de la région correspondaient à des résidus des procédés de préparation des squelettes utilisés par l'Institut. La légende du savon humain a acquis une certaine notoriété lorsqu'elle a été associée aux produits portant la marque RRUF. Les initiales ont été interprétées à tort comme Reine Judiciae, reine juive. Fête signifiant graisse juive pure. En réalité, le nom provenait de Reichsstelle für industrielle Fettversorgung, l'office du Reich pour l'approvisionnement en graisses industrielles.
Le savon Riff était un produit commercial ordinaire, fabriqué à partir d'ingrédients synthétiques et végétaux, sans aucun lien avec des restes humains. Lors des procès de Nuremberg, l'accusation a brièvement évoqué l'affaire de Danzig, se basant sur les témoignages d'anciens élèves de l'Institut et sur des rapports des autorités polonaises. Ces témoignages faisaient état d'expériences, mais ne démontraient aucune production à grande échelle. Aucun haut responsable du régime n'a été formellement inculpé dans cette affaire. Au fil des années, le gouvernement polonais a lui-même réexaminé le dossier et conclu à l'insuffisance de preuves pour étayer l'accusation de production industrielle de savon à partir de corps humains. L'analyse historique la plus récente s'accorde à dire que la confusion est due en partie à la confusion entre événements réels et rumeurs de guerre. Les pratiques anatomiques de l'Institut de Danzig, les résultats chimiques et les témoignages incomplets ont été combinés en un récit qui s'est rapidement répandu comme un exemple extrême de barbarie. La propagande alliée a utilisé cette histoire pour illustrer la brutalité de l'ennemi, et la rumeur s'est ancrée dans la mémoire collective avant même d'être vérifiée. Des études universitaires modernes, notamment celles de Neander, Montagu et Kulka, ont examiné des documents, des échantillons et des photographies d'époque. Toutes s'accordent à dire que les premiers rapports étaient exagérés et qu'il n'existait aucune usine dédiée à la transformation de cadavres en savon. La substance trouvée à l'Institut était un résidu utilisé pour le nettoyage des squelettes destiné aux expositions médico-légales. Il ne s'agissait pas d'un produit destiné à la consommation, ni à la distribution en dehors du laboratoire. La persistance de ce mythe s'explique par la combinaison de témoignages partiels, de confusion linguistique et de l'impact émotionnel produit par l'ampleur des crimes nazis. Bien que des références littéraires et journalistiques aient été retrouvées reprenant cette histoire sans fondement documentaire, les recherches historiques la considèrent comme une légende née en temps de guerre. Les rapports médico-légaux, les analyses chimiques et les consultations d'archives démontrent qu'il n'y a pas eu de production industrielle de savon humain sous le Troisième Reich. Les cas connus étaient des incidents isolés liés à la pratique médicale et non à un processus d'extermination. La fausse légende du Hitler juif, une rumeur sans preuve ni document. Hans Frank fut l'avocat personnel d'Adolf Hitler à partir de 1928. En 1939, il fut nommé gouverneur général de la Pologne occupée, poste qu'il occupa jusqu'à la fin de la guerre. Durant cette période, les Allemands sous son commandement mirent en œuvre une politique d'extermination systématique contre les prêtres, médecins, avocats, professeurs et écrivains polonais. À Nuremberg, il fut condamné à mort par pendaison pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Avant son exécution, il rédigea ses mémoires sous le titre Im Angesicht des Galgen, qui furent publiés en 1953. Il raconta alors qu'Hitler avait reçu une tentative de chantage de la part de son neveu, William Patrick Hitler. En conséquence, le Führer lui-même chargea Frank d'enquêter sur d'éventuels scandales familiaux. C'est alors, dit-il, qu'il découvrit que la grand-mère paternelle d'Hitler avait travaillé à Graz chez une famille juive du nom de Frankenberger, et que le fils qu'elle avait eu hors mariage, Alois Schicklgruber, pouvait être un descendant de cette famille. Cette version a largement circulé. Or, les historiens ont souligné qu'en 1836, année de naissance d'Alois, aucun juif n'était enregistré comme résident légal à Graz. Nikolaus von Preradovic, l'une des personnes les plus souvent citées, affirmait qu'aucun juif n'y vivait avant 1856. De cette affirmation est née la croyance répandue que le récit de Frank était faux. Cependant, d'autres documents montrent qu'une petite communauté juive était déjà établie à Graz avant le milieu du XIXe siècle. Des documents officiels de 1824, 1826 et 1830, cités par le ministère autrichien de l'Intérieur, confirment que plusieurs familles juives étaient légalement autorisées à y résider. L'État autrichien lui-même mentionnait en 1860 la présence antérieure d'une petite communauté établie dans cette ville. Des lettres des autorités locales de Graz datées du début de 1837 ont également été retrouvées, demandant le respect du droit de certaines familles juives à demeurer dans la ville. Ces éléments laissent penser qu'une présence juive à Graz durant la grossesse de Maria Anna Schicklgruber ne peut être totalement exclue. Toutefois, aucun document ne relie cette femme à un homme du nom de Frankenberger et rien ne prouve que son fils portait ce nom. En 1930, Hitler ordonna au bureau généalogique du Reich d'enquêter sur sa lignée.
Le rapport remis par l'agence officielle a conclu à l'absence d'ancêtres juifs, tant du côté paternel que maternel. L'étude comprenait des actes de naissance, des actes de mariage et d'autres registres paroissiaux. Cette enquête n'a révélé aucun lien avec des familles juives dans aucune branche de l'arbre généalogique du chancelier. Frank prétendait avoir trouvé des lettres entre la grand-mère d'Hitler et la famille juive présumée, dans lesquelles il était question de pension alimentaire, mais il n'a jamais montré ces documents. Personne d'autre ne les a jamais vus et ils n'ont jamais été retrouvés après la chute du régime. Dans des entretiens ultérieurs, plusieurs membres de la famille Hitler ont nié connaître cette histoire. Parmi eux, Paula Hitler, la sœur du Führer, a affirmé n'avoir jamais entendu parler de rumeurs concernant une origine juive. En 1943, le docteur Edward Bloch, qui avait soigné la mère d'Hitler, a déclaré aux interrogateurs américains n'avoir jamais rien entendu qui puisse suggérer une origine juive dans la famille. Malgré les nombreux témoignages apparus après la guerre, aucun chercheur n'a présenté de preuves matérielles étayant l'existence de liens familiaux entre Hitler et des personnes d'origine juive. La seule chose certaine est que son père, Alois, est né hors mariage et que l'identité de son père biologique n'a jamais été établie. La seule source étayant cette théorie est la confession écrite de Hans Frank, rédigée après sa condamnation à mort et sans aucun document justificatif. Sa déclaration fut publiée des années plus tard et reprise par les médias sans vérification indépendante. Dès lors, l'hypothèse fut répétée sans aucun nouvel élément de preuve. Les archives du procès de Nuremberg montrent que Frank a modifié son témoignage à plusieurs reprises et qu'il a justifié sa version par un devoir moral. Cependant, ces déclarations étaient contradictoires et il n'a jamais fourni de preuves matérielles de ce qu'il prétendait avoir découvert. La théorie d'un possible grand-père juif d'Hitler a été maintes fois utilisée à des fins de propagande, mais elle n'a jamais été corroborée par des sources contemporaines, des archives familiales ou des documents d'État. La généalogie officielle du dirigeant nazi, validée par son propre gouvernement, a écarté cette possibilité après une recherche directe dans son arbre généalogique. La contradiction du racisme nazi face à ses alliances mondiales. Dans les années 1930, la politique étrangère allemande manifestait déjà des signes évidents de collaboration avec des régimes partageant des intérêts stratégiques avec le Reich. Du point de vue de Berlin, le gouvernement japonais devint un partenaire clé en Asie, non pas en raison d'affinités ethniques, mais de son utilité géopolitique et de sa position anticommuniste. En 1936, le pacte anti-Comintern scella formellement cette alliance, liant le Japon et l'Allemagne contre l'influence soviétique, tandis que l'Italie y adhéra un an plus tard. Bien que l'idéologie nazie proclamât la supériorité de l'arien, les dirigeants du régime n'appliquèrent pas ce critère de manière uniforme dans l'évaluation de leurs alliances extérieures. Concrètement, les relations entre Tokyo et Berlin s'intensifièrent par le biais de contacts diplomatiques, du partage de renseignements et de la coopération militaire. Ces actions, motivées par des intérêts pratiques, contredisaient l'idée d'une exclusion raciale absolue. Adolf Hitler et d'autres hauts responsables justifièrent cette relation en affirmant que le Japon avait démontré sa valeur en tant que puissance civilisatrice, capable de faire face au communisme et de défendre son hégémonie régionale, lui conférant ainsi une place exceptionnelle au sein du système nazi de hiérarchie raciale. Parallèlement, le Troisième Reich explora des voies de communication avec les groupes nationalistes arabes. Durant la Seconde Guerre mondiale, le mufti de Jérusalem, Haj Amin al-Husseini, rencontra Hitler à Berlin et lui exprima son soutien aux politiques antisémites du régime. Le dirigeant palestinien ne se contenta pas de rechercher un soutien politique. Il participa également à une campagne de propagande radiophonique diffusée depuis l'Allemagne vers le Moyen-Orient, véhiculant des messages antisémites et visant à affaiblir la présence britannique dans la région. En retour, Berlin encouragea une rhétorique associant la cause nationaliste arabe à la lutte contre le judaïsme international. Parallèlement, des figures du national-socialisme, comme Heinrich Himmler, manifestèrent un certain intérêt pour les mouvements indiens d'opposition à la domination britannique. L'un des cas les plus marquants fut celui de Subhas Chandra Bose, qui, après avoir rompu avec Gandhi en raison de ses méthodes pacifiques, sollicita le soutien des puissances de l'Axe. Arrivé à Berlin en 1941, il y fut reçu avec les honneurs diplomatiques. Il y encouragea la création d'une légion indienne composée de prisonniers de guerre capturés en Afrique du Nord.
qui collabora avec les forces de l'Axe dans l'espoir de libérer l'Inde du joug britannique. Ces alliances n'ont jamais impliqué une redéfinition de la doctrine raciale nazie. L'idéologie officielle affirmait que le peuple allemand représentait le cœur de la civilisation européenne, mais acceptait des relations tactiques avec d'autres groupes considérés comme inférieurs si cela servait les intérêts du Reich. Les discours officiels insistaient sur la nécessité de préserver la pureté du peuple germanique, mais certaines collaborations étaient tolérées si les avantages l'emportaient sur les risques idéologiques. Les structures diplomatiques et militaires du régime fonctionnaient selon cette logique, comme en témoignent les accords signés et les missions conjointes menées pendant la guerre. Les hiérarchies internes du Troisième Reich n'ont jamais inclus les Arabes, les Japonais ou les Indiens dans les projets de germanisation, ni dans les modèles sociaux ariens, mais ils ont été utilisés stratégiquement dans le contexte de la guerre. La propagande nazie a même adouci son ton, pour éviter de s'aliéner des alliés précieux dans les régions de l'Est. En Inde, les émissions de radio allemandes passaient sous silence le racisme national-socialiste et mettaient l'accent sur l'ennemi commun, la Grande-Bretagne. Une situation similaire se présenta dans les relations avec le Japon, où Berlin évita d'imposer la notion de suprématie raciale dans sa communication diplomatique. La politique raciale nazie ne consistait pas en une haine aveugle de tout ce qui n'était pas allemand. Le critère d'exclusion fut strictement appliqué aux Juifs, avec des politiques d'extermination systématiques, et, dans une moindre mesure, aux Slaves, aux Roms et aux Africains. Cependant, dans d'autres contextes, l'idéologie fut modulée en fonction des intérêts politiques et militaires de l'époque. La collaboration avec les puissances asiatiques et les mouvements arabes ou indiens démontra que le régime privilégiait l'expansion et la sécurité du Reich à une cohérence absolue dans son discours racial. L'eugénisme international, l'expérience mondiale qui a inspiré le Troisième Reich. Bien avant l'arrivée d'Hitler au pouvoir, le concept d'eugénisme circulait déjà dans les universités et les parlements des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de plusieurs pays nordiques. Dès le début du XXe siècle, médecins, politiciens et juristes américains débattirent de l'application des principes biologiques à l'amélioration des populations. En 1907, l'État d'Indiana promulgua la première loi au monde autorisant la stérilisation forcée, permettant aux institutions publiques de stériliser chirurgicalement les personnes jugées incapables de se reproduire sans risque pour la santé publique. 3 ans plus tard, la Californie adopta une loi similaire qui allait rapidement devenir le modèle le plus cité. Dans les années 1920, plus de 30 États américains disposaient d'une telle législation, validée par la Cour suprême dans l'affaire Buck contre Bell en 1927, qui légalisa la stérilisation de Carrie Buck au motif que 3 générations d'imbéciles suffisent. Au Royaume-Uni, des personnalités comme Francis Galton, cousin de Charles Darwin, défendaient l'idée que la société devait encourager la reproduction des individus aptes et limiter celle des individus inaptes. Ces idées furent institutionnalisées au sein de la Société d'éducation eugénique de Londres et lors de conférences internationales auxquelles participaient des délégations des États-Unis, d'Allemagne, de Scandinavie et du Canada. Dans les pays nordiques, le mouvement se propagea rapidement. La Suède, la Norvège et le Danemark adoptèrent des lois de stérilisation des décennies avant la montée du nazisme. Tous partageaient le même principe de contrôle biologique de l'hérédité comme moyen de réduire la pauvreté et les maladies mentales. Dans ce contexte mondial, la médecine allemande a suivi de près les expériences étrangères. À partir de 1910, des publications scientifiques allemandes analysèrent les programmes de stérilisation américains, notamment ceux de Californie, considérés comme un modèle d'application pratique. Plusieurs médecins allemands participèrent à des conférences internationales d'eugénisme à New York et à Londres, où furent débattues les statistiques de natalité, les études d'hérédité et les méthodes de sélection matrimoniale. Des fondations privées américaines, telles que la Carnegie Institution et la Fondation Rockefeller, financèrent la recherche génétique en Allemagne bien avant 1933, notamment des projets à l'Institut Kaiser Wilhelm d'anthropologie, de génétique humaine et d'eugénisme. À l'arrivée au pouvoir du parti nazi, les idées eugénistes étaient déjà intégrées au discours scientifique dominant dans une grande partie du monde occidental.
Le 14 juillet 1933, le gouvernement allemand promulguait la loi relative à la prévention des maladies héréditaires chez les enfants, autorisant la stérilisation forcée des personnes diagnostiquées épileptiques, aveugles congénitales, schizophrènes ou présentant une déficience intellectuelle. Cette mesure ne surgissait pas d'un vide idéologique. Le texte de loi lui-même citait des études et des statistiques réalisées aux États-Unis. Des rapports internes du ministère allemand de l'Intérieur mentionnaient explicitement la réglementation californienne comme référence principale. Des juristes du régime, tels qu'Ernst Rudin, affirmaient que la législation américaine avait démontré la viabilité sociale et médicale de la stérilisation de masse. Entre 1934 et 1939, plus de 300 000 personnes furent soumises à des interventions forcées en Allemagne dans le cadre de la nouvelle législation. Les autorités du Reich considéraient ces procédures comme un outil de hygiène nationale, reprenant la rhétorique scientifique qui avait gagné en popularité en Amérique du Nord des décennies auparavant. La différence résidait dans l'ampleur et le radicalisme avec lesquels l'État allemand mit en œuvre ses politiques, les intégrant à une structure totalitaire mêlant biologie, contrôle social et répression politique. Les liens entre scientifiques allemands et américains sont restés actifs même après 1933. Des articles publiés dans des revues des deux pays comparaient les méthodes chirurgicales et leurs résultats. Certains experts américains, comme Harry Loglin, directeur du Bureau d'archives eugéniques, ont publiquement vanté l'efficacité du système allemand et ont reçu des distinctions du régime nazi pour leur contribution à l'amélioration de la race. En retour, des chercheurs allemands ont transmis aux universités américaines des rapports sur la mise en œuvre des lois de stérilisation et l'organisation des tribunaux de santé héréditaires. Ces échanges démontrent que cette relation était fondée sur une influence mutuelle et non sur une initiative unilatérale. L'idée d'améliorer l'espèce humaine en sélectionnant les individus aptes à se reproduire était alors un courant dominant dans de nombreux pays industrialisés. L'Allemagne a érigé l'eugénisme en politique d'État, mais son origine provenait du mouvement eugéniste international qui avait germé des décennies auparavant. De nombreux documents officiels du Troisième Reich font référence aux modèles britanniques et américains, confirmant que le programme nazi s'appuyait sur des théories étrangères, adoptées et poussées à l'extrême par un régime qui a fait de la biologie un instrument de contrôle social. L'eugénisme n'était pas une création allemande, mais une doctrine transnationale mêlant médecine, statistique et morale sociale. Les États-Unis et le Royaume-Uni furent les premiers à instaurer des lois de stérilisation obligatoires, et l'Allemagne s'est inspirée de ces précédents pour bâtir son propre système juridique d'exclusion. Le Troisième Reich n'a pas inventé cette pratique, mais il l'a poussée à son paroxysme de brutalité en l'intégrant à l'appareil d'État et en l'appliquant à l'échelle nationale sous prétexte de la pureté biologique du peuple allemand. La prétendue haine des nazis envers les chrétiens, entre alliance et silence. En 1933, l'Allemagne comptait environ 60 millions d'habitants. La grande majorité appartenait à des confessions chrétiennes, avec près de 20 millions de catholiques et environ 40 millions de protestants. Seule une minorité, inférieure à 1%, était juive. Les principales églises ne connaissaient ni crise de foi ni rupture au sein de leur communauté. L'arrivée du nouveau régime n'était pas perçue comme une menace religieuse. Tant chez les catholiques que chez les protestants, les positions adoptées envers le nouveau gouvernement n'étaient pas uniquement guidées par la foi. Parmi les facteurs qui ont façonné leurs attitudes figurait le rejet du système politique précédent, la crainte du communisme, le nationalisme, le ressentiment envers les puissances étrangères après la défaite de la Première Guerre mondiale et l'admiration pour l'ordre promis par le national-socialisme. Dans ce contexte, des millions de chrétiens ont interprété comme légitime la formule du programme du NSDAP proclamant son soutien à un christianisme positif, pourvu qu'il ne menace pas l'État ni ne heurte la sensibilité morale du peuple allemand. Cette formule excluait le judaïsme et le matérialisme, mais ne niait pas la religion traditionnelle. Chez les protestants, l'institution dominante était l'Église évangélique allemande, une union de 28 églises régionales. Au cours des années précédentes, au sein de cette structure, le mouvement connu sous le nom de chrétiens allemands avait émergé, prônant une forme de christianisme compatible avec les idéaux nationalistes et raciaux du nouveau régime. Après l'arrivée au pouvoir d'Hitler,
ce groupe chercha à unifier toutes les églises en une Église du Reich, soumise à une interprétation racialisée de l'Évangile. Face à cette tendance, l'Église confessante fut fondée. Son manifeste, la déclaration de Barmen, affirmait que la loyauté des fidèles devait être exclusivement dirigée vers Dieu et les Écritures, et non vers un quelconque chef temporel. Malgré cette déclaration de principe, partisans et opposants au nazisme, et même ceux qui évitaient le conflit, restèrent sous la même autorité ecclésiastique. Cette situation engendra une lutte interne, connue sous le nom de « bataille des églises », qui ne consistait pas en une résistance directe contre l'État, mais plutôt en une confrontation entre différentes conceptions au sein du protestantisme. Parmi les figures qui s'opposèrent ouvertement au régime figurait Dietrich Bonhoeffer, exécuté pour sa participation à un complot contre Hitler, et Martin Niemöller, emprisonné pendant 7 ans dans des camps de concentration pour ses critiques du gouvernement. Cependant, leur exemple ne reflétait pas la position majoritaire. La plupart des chefs religieux de l'Église confessante privilégiaient la prévention des divisions internes et des conflits avec les autorités plutôt que la contestation du pouvoir établi. Ils évitaient la confrontation directe. Les deux confessions critiquaient l'idéologie raciale et des efforts furent déployés pour protéger les membres baptisés considérés comme non-aryens selon les lois du régime. Néanmoins, durant toute cette période, aucune condamnation publique de l'antisémitisme ne fut prononcée et aucune action concrète ne fut entreprise contre la violence d'État. On peut toutefois citer des exemples de chrétiens agissant pour aider les persécutés, tels que le réseau de résistance de la Rose Blanche et les initiatives d'Hermann Maas. Ce que la censure nazie a réellement fait au livre, l'autodafé fut l'un des actes les plus symboliques de la première année du régime nazi. Les actions organisées en mai 1933 revêtaient un caractère propagandiste, lié à la proclamation d'une nouvelle ère culturelle. Bien que choquantes, ces mises à mort par le feu ne furent pas reproduites à grande échelle dans les années qui suivirent. Elles s'accompagnaient de discours présentant le Troisième Reich comme un renouveau spirituel. Les autorités. Ils n'ont pas décrété la destruction systématique de toutes les œuvres d'origine étrangère, juives ou socialistes, mais ils ont imposé des critères d'exclusion placés sous la supervision du Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda. En 1937, le Handbuch der Reichskulturkammer a établi la structure officielle qui régissait toutes les activités culturelles du pays. Au sein de ce réseau, la Reichsschriftumskammer, chambre royale de la littérature, contrôlait les publications et la diffusion des ouvrages. Écrivains, éditeurs, traducteurs, illustrateurs et libraires devaient y être inscrits pour exercer légalement leur activité. Le règlement stipulait que les personnes jugées politiquement peu fiables, hostiles à la vision nationaliste du monde ou appartenant à des groupes considérés comme incompatibles avec l'esprit allemand en étaient exclues. Malgré ces restrictions, une part importante du corpus littéraire de langue allemande demeura accessible sous le régime. Les classiques nationaux, la littérature religieuse, les manuels techniques, les œuvres d'auteurs non persécutés et les publications sans contenu politique continuèrent de circuler librement. Certains ouvrages étrangers, après avoir passé la censure, pouvaient également être publiés ou importés. L'objectif de l'appareil culturel n'était pas d'éliminer tous les textes antérieurs, mais plutôt de créer un environnement contrôlé où seules les œuvres autorisées pouvaient être lues, enseignées ou diffusées. Les auteurs retirés des rayons ne furent pas automatiquement oubliés. Nombre d'entre eux émigrèrent et continuèrent d'écrire en exil. Les bibliothèques publiques furent purgées, mais non détruites. Les noms des auteurs interdits, ainsi que les motifs justifiant l'interdiction, furent consignés dans les registres internes de la Reichsschriftkammer, chambre de la littérature du Reich. Les critères n'étaient pas uniformes. Certains auteurs étaient partiellement acceptés, tandis que d'autres étaient définitivement exclus. L'appareil bureaucratique était méticuleux mais sélectif. Le parti interdit du nazisme, persécution des homosexuels et pouvoir dans l'Allemagne hitlérienne. Durant les premières années du mouvement, certains membres éminents de la SA entretenèrent des relations amoureuses avec d'autres hommes. Bien que cela fût connu, aucune mesure immédiate ne fut prise. Ernst Röhm, chef d'état-major, fut l'un des cas les plus notoires, et sa situation fut tolérée un temps en raison de sa proximité avec Hitler. Cependant, en juin 1934, cette fenêtre d'opportunité se referma brutalement lorsque Röhm et plusieurs dirigeants furent exécutés lors de la nuit des longs couteaux. Dès lors, le régime a systématiquement durci sa politique à l'égard de l'homosexualité masculine, tant en son sein que dans la société civile.
Après la purge, le gouvernement instrumentalisa l'affaire Röhm pour prouver que l'homosexualité était incompatible avec la loyauté envers l'État. Le ministère de l'Intérieur, la Gestapo et la SS élaborèrent de nouvelles directives pour identifier et arrêter les personnes considérées comme dégénérées. En 1935, l'article 175 du Code pénal allemand, qui ne punissait auparavant que les actes sexuels explicites entre hommes, a été réformé et étendu pour inclure tout comportement à visée érotique entre hommes, comme les regards, les gestes ou les lettres affectueuses. Grâce à cette extension légale, la police a pu arrêter des dizaines de milliers de personnes sans avoir besoin de preuves matérielles. Le système judiciaire interprétait la loi de manière si large qu'un simple soupçon ou une accusation suffisait à entraîner une condamnation. Les statistiques compilées après 1935 montrent l'ampleur de la répression. Entre 1933 et 1945, ils ont enquêté sur plus de 100 000 hommes pour des allégations d'activité homosexuelle. Environ 50 000 personnes furent condamnées par les tribunaux et des milliers d'entre elles finirent dans des camps de concentration. Les détenus classés dans cette catégorie portaient un triangle rose comme signe distinctif et occupaient le bas de l'échelle hiérarchique des prisonniers. Ils subissaient l'isolement, le travail forcé et de fréquentes agressions de la part des gardiens et des autres détenus. Dans certains cas, ils ont subi une castration chirurgicale ou une stérilisation sous la contrainte. La mortalité au sein de ce groupe était élevée en raison des traitements violents et des conditions inhumaines qui régnaient dans les camps. Heinrich Himmler, chef de la SS et l'un des principaux instigateurs de la persécution, considérait l'homosexualité comme une menace pour la survie de la nation. Dans ses discours, il affirmait que les liens entre hommes devaient être orientés vers l'obéissance et le sacrifice pour le peuple allemand, et non vers des relations personnelles et affectueuses. Il voyait les homosexuels comme une menace pour la discipline militaire et la reproduction de la race. C'est pourquoi il ordonna la création d'un service spécial au sein de la Gestapo, chargé de les identifier et de les recenser. Les fichiers ainsi constitués servaient à alimenter une base de données de profils jugés Butler pour la communauté nationale. Les autorités du parti insistaient sur le fait que l'homosexualité n'était pas seulement une question morale, mais aussi un problème de santé publique. Les propagandistes la présentaient comme une infection sociale, susceptible de se propager au sein de l'armée ou des organisations de jeunesse. Le moindre signe de proximité entre jeunes hommes éveillait les soupçons, et la surveillance s'étendait aux jeunesses hitlériennes et à la SS. Des rapports internes mettaient en garde contre le risque que des amitiés personnelles entre soldats n'affaiblissent l'autorité du commandement et n'affectent l'efficacité militaire. Cette idée était renforcée par la propagande, qui diffusait l'image d'une jeunesse disciplinée, virile et dévouée à son devoir. Dans ce contexte, les tribunaux militaires infligeaient des peines plus sévères aux membres du parti qu'aux civils. Hitler lui-même déclara que les soldats devaient être des exemples de moralité pour le peuple. Le même acte qui, dans la vie civile, pouvait entraîner une brève détention, signifiait, dans les rangs de la SA ou de la SS, des années d'emprisonnement ou la déportation dans des camps. La doctrine officielle affirmait que la pureté masculine devait servir le projet de renforcement de la race aryenne et d'assurance d'un taux de natalité élevé. Toute déviation par rapport à ce modèle était considérée comme une trahison envers la communauté. Le corps médical a soutenu la répression en utilisant le langage de la science. Les psychiatres et les médecins du régime classèrent les homosexuels en deux groupes. Les incorrigibles, voués à l'isolement ou à la stérilisation, et les réformables, pour lesquels on testait des méthodes thérapeutiques expérimentales, telles que les électrochocs, l'hypnose et l'hormonothérapie. Ces pratiques étaient appliquées dans les institutions psychiatriques d'État et dans les camps de concentration, où des médecins comme Karl Vernet menaient des expériences sans consentement. L'objectif officiel était de réintégrer l'individu comme membre utile de la société allemande, même si, dans les faits, ces procédures entraînèrent souvent la mort de nombreux patients. La rumeur selon laquelle le parti était composé d'homosexuels circulait bien avant la guerre et était utilisée par ses adversaires politiques pour discréditer la SA et ses dirigeants. Après 1934, le régime lui-même a repris cette accusation pour construire son discours moralisateur. La propagande présentait les exécutions de la nuit des longs couteaux comme une purification nécessaire pour préserver l'honneur de la nation. Hitler s'est servi de cet épisode pour consolider son autorité et démontrer qu'aucun comportement personnel ne primait sur les intérêts de l'État. L'affaire Röhm
Elle est devenue un symbole de la manière dont la moralité publique pouvait être instrumentalisée pour renforcer le contrôle politique. Au fil de la guerre, la répression s'est poursuivie avec la même intensité. Le ministère de la Justice ordonna que les prisonniers accusés d'homosexualité ne puissent être libérés prématurément ni mobilisés au front. Dans les camps, très peu survécurent à cette catégorie. Après 1945, les sanctions prévues par l'article 175 restèrent en vigueur en Allemagne de l'Ouest pendant des décennies, empêchant ainsi nombre d'entre eux d'être reconnus comme victimes du nazisme. Le mythe d'un parti rempli d'homosexuels servait à masquer une toute autre réalité, un État qui instrumentalisait cette accusation pour contrôler, punir et éliminer ceux qui ne correspondaient pas à son idéal de pureté et d'obéissance. La Blitzkrieg nazie, la prétendue guerre éclair, qui n'a jamais existé en tant que doctrine. Durant les années précédant le déclenchement du conflit européen, la doctrine militaire allemande a conservé des structures traditionnelles et n'a inclus aucune stratégie officielle appelée Blitzkrieg. Ce terme n'apparaissait ni dans les manuels, ni dans les supports de formation, ni dans les documents de la Reichswehr ou de la R. Son origine provient de la presse étrangère qui, après la campagne contre la Pologne, a utilisé l'expression « guerre éclair » pour décrire la rapidité des avancées allemandes. Ce terme était une interprétation journalistique britannique et non une formulation militaire allemande. Rien ne prouve que l'état-major allemand ait jamais défini la Blitzkrieg comme une doctrine formelle ou un principe directeur de la guerre. Des officiers supérieurs, tels que Franz Halder et Alfred Jodl, continuaient de raisonner en termes traditionnels d'usure et de manœuvre. Même Heinz Guderian, plus tard associé à l'idée de guerre de mouvement, n'a jamais utilisé le terme Blitzkrieg dans ses écrits opérationnels. Ses théories sur l'emploi des blindés ne faisaient référence ni à une prétendue doctrine secrète, ni à une stratégie globale fondée sur la surprise et les attaques éclairs. Les décisions tactiques prises lors de campagnes, comme celle de France en 1940, répondèrent davantage aux circonstances particulières et aux ajustements improvisés qu'à l'application d'un plan uniforme. Le succès sur le front occidental, interprété par les observateurs étrangers comme faisant partie d'une prétendue guerre éclair, était en réalité le résultat de facteurs combinés et non d'un principe théorique préétabli. Les unités Panzer n'opérèrent pas de manière totalement autonome, contrairement à ce que la doctrine moderne voudrait indiquer. Dans de nombreux cas, leurs mouvements devaient être coordonnés avec ceux des divisions d'infanterie motorisées qui suivaient à une distance considérable. De plus, en 1940, la logistique de l'armée allemande reposait encore largement sur le transport hippomobile. Le concept d'une machine de guerre entièrement mécanisée et rapide était une idée plus récente. Même l'attaque dans les Ardennes ne résultait pas d'une stratégie préétablie. La décision d'envoyer des blindés à travers ce terrain accidenté fut prise en partie par le commandant du groupe d'armée A, Gerd von Rundstedt, et son chef d'état-major, Erich von Manstein, qui proposèrent une approche audacieuse, s'écartant du plan initial de l'OKH. L'état-major général avait envisagé un assaut frontal à travers la Belgique, semblable à l'avancée de 1914, mais la proposition de Manstein visait à concentrer l'effort sur un point faible, en misant sur la rapidité pour déborder l'ennemi. L'exécution de ce plan reposait sur l'utilisation de radios embarquées dans les chars, permettant une coordination plus efficace entre les unités mobiles. Mais cette innovation n'était pas l'apanage de l'armée allemande. D'autres puissances travaillaient déjà sur les communications mobiles sur le champ de bataille. Le succès de l'opération s'explique par le chaos qui régnait dans la prise de décision alliée, les retards de la réaction française et le manque de préparation des commandants britanniques à une guerre de mouvement. Le récit de l'attaque éclair comme un acte prémédité a par la suite servi d'outil de propagande pour présenter la Wehrmacht comme invincible. Cependant, au sein même de l'armée, aucune école de doctrine n'enseignait la Blitzkrieg comme méthode officielle. L'entraînement militaire restait axé sur les guerres prolongées, privilégiant l'artillerie et les lignes logistiques. Après la campagne de 1940, de nombreux historiens ont commencé à utiliser le terme comme s'il s'agissait d'une étiquette applicable à toutes les actions allemandes. Mais les opérations ultérieures, telles que l'invasion de l'Union soviétique, ont démontré l'absence de continuité dans les méthodes employées. Lors de l'opération Barbarossa, les problèmes de ravitaillement, les distances immenses et la résistance soviétique ont empêché toute tentative de reproduire le succès rencontré en France. De fait, les commandants allemands furent incapables de maintenir la même vitesse ni la même coordination.
Les unités blindées progressèrent si loin qu'elles se retrouvèrent sans soutien, et l'infanterie ne put suivre le rythme. L'offensive perdit rapidement de son élan, et les Allemands durent recourir aux stratégies conventionnelles d'encerclement, de siège et d'usure. Le terme « Blitzkrieg » a été adopté a posteriori par des écrivains et des propagandistes, tant en Allemagne qu'à l'étranger. Joseph Goebbels l'utilisait dans ses discours pour vanter les premières victoires du régime, bien qu'il ne l'ait jamais mentionné comme une doctrine à part entière dans ses journaux. La presse du Troisième Reich s'en est servie pour renforcer l'image d'efficacité militaire, mais les manuels de l'OKW ne l'intégraient pas comme fondement stratégique. Dans les milieux universitaires allemands de l'après-guerre, des auteurs tels que Karl-Heinz Frieser ont démystifié ce concept et ont montré qu'il s'agissait davantage d'une simplification médiatique que d'un cadre doctrinal solide. Dans les années 1950, certains théoriciens militaires américains ont remis au goût du jour le concept de Blitzkrieg, le présentant comme un modèle à suivre. Au plus fort de la guerre froide, des analystes du Pentagone ont réintroduit ce terme pour désigner les opérations de grande envergure menées dans les conflits futurs. Cet usage, lui aussi, n'avait rien à voir avec les pratiques allemandes de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agissait plutôt d'une réinterprétation instrumentale visant à concevoir des stratégies rapides dans les contextes modernes. Ce qui n'était au départ qu'une étiquette journalistique est devenu une catégorie historiographique, souvent employée sans nuance ni référence au contexte réel des décisions opérationnelles prises entre 1939 et 1941. Le concept de Blitzkrieg, plus qu'une stratégie planifiée, fut un terme forgé a posteriori pour expliquer l'impact de certaines campagnes militaires. Son utilisation s'avéra commode à des fins de propagande, mais il manquait d'un fondement doctrinal clair au sein même de l'armée allemande. Le coup de poignard dans le dos. Comment est né un mensonge national? Après 4 années de combat sur le front occidental, le haut commandement de l'armée impériale savait que la situation était intenable. Durant l'été 1918, les forces allemandes étaient inférieures en nombre, en ravitaillement et en morale face aux Alliés, qui avaient reçu des renforts constants de troupes américaines. Malgré les tentatives du général Erich Ludendorff pour réorganiser l'offensive en mars, les lignes cédèrent. Lorsque la nouvelle de la capitulation de la Bulgarie parvint en septembre, la panique gagna Berlin. Les rapports militaires faisaient état d'un épuisement extrême dans les tranchées, de désertion et d'un manque de ressources pour affronter un nouvel hiver. Face à cette situation, Ludendorff et le maréchal Paul von Hindenburg informèrent l'empereur Guillaume II que la poursuite du conflit était intenable. Le 29 septembre, le haut commandement demanda officiellement au gouvernement impérial de négocier un armistice immédiat. Dans une manœuvre politique visant à se dédouaner, Ludendorff recommanda de confier le pouvoir à un cabinet civil dirigé par le prince Maximilien de Bade. L'objectif était que la signature de la capitulation revienne aux hommes politiques, tandis que les généraux préserveraient leur image publique. Le 3 octobre 1918, le nouveau gouvernement fut formé. Quelques jours plus tard, le président américain Woodrow Wilson reçut la note allemande demandant un cessez-le-feu. Cependant, dans les rues du Reich, la réalité demeurait chaotique. Les manifestations se multipliaient, les marins se mutinaient, et les usines réduisaient leur activité. Lors de la retraite de l'armée, des factions radicales commencèrent à organiser des conseils de soldats et d'ouvriers. En novembre, la monarchie s'effondra, le Kaiser s'enfuit aux Pays-Bas et la République fut proclamée. Le 11 novembre 1918, l'armistice fut signé dans un wagon de chemin de fer à Compiègne. Bien que le commandement militaire sût la défaite inévitable, un récit alternatif ne tarda pas à émerger. Cette idée fut défendue par Hindenburg lui-même en 1919, lors de son audition devant la commission d'enquête parlementaire du Reichstag. Dans son discours, il affirma que le front n'avait pas été vaincu par la force des armes, mais plutôt par le manque de soutien à l'arrière et la désintégration interne qui avait affaibli la résistance. Cette version s'attachait à accuser les socialistes, les syndicalistes et les agitateurs communistes de saper le moral de l'armée de l'intérieur. Ce récit, connu sous le nom de légende du coup de poignard dans le dos, gagna rapidement du terrain au sein des milieux conservateurs, nationalistes et d'anciens combattants.
L'attribution de la défaite à des éléments civils, notamment au parti de gauche et à la communauté juive, servit à disculper les chefs militaires et à saper la légitimité du nouveau régime républicain. Des organisations telles que le Stahlhelm, le Parti de la patrie allemande et certains journaux monarchistes reprirent cette version des faits, affirmant que la guerre s'était perdue à Berlin, et non sur les champs de bataille. Hitler a fait de l'idée de trahison interne un thème central de son discours politique. Dans Mein Kampf, il a imputé l'effondrement du front aux juifs et aux marxistes et a décrit l'armistice comme une humiliation imposée par une élite antinationale. Ce récit trouva un écho profond dans une Allemagne ravagée par l'inflation, le chômage et le traumatisme de la guerre, et devint un pilier de la propagande nationale-socialiste. Dès 1923, lors des procès de Leipzig, les témoignages d'anciens officiers, de vétérans et d'analystes militaires étayèrent l'affirmation selon laquelle l'armée n'avait jamais été vaincue sur le front. Certains allèrent même jusqu'à prétendre que, si l'Allemagne avait résisté quelques semaines de plus, elle aurait négocié à des conditions plus favorables. Cependant, les documents du haut commandement prouvèrent le contraire. Les rapports quotidiens confirmèrent l'effondrement logistique, le manque de munitions et l'incapacité à résister aux attaques alliées dans plusieurs secteurs clés du front. Sous la République de Weimar, ce discours a été systématiquement utilisé pour discréditer les gouvernements démocratiques. Les rassemblements nationalistes, comme ceux du NSDAP, présentaient les dirigeants républicains comme des traîtres responsables de la capitulation du pays face à l'ennemi. Dans les écoles, lors d'événements publics et dans les médias pro-nationalistes, le récit de la trahison remplaçait la réalité documentée de l'effondrement militaire. Lorsque les nazis arrivèrent au pouvoir en 1933, cette légende s'intégra au discours officiel de l'État. Les commémorations du 11 novembre, au lieu de commémorer la signature de l'armistice, devinrent des actes de dénonciation de la trahison interne. Dans les discours officiels, la responsabilité du traité de Versailles était imputée à ceux qui avaient accepté la défaite, et non à ceux qui avaient mené la guerre. Des figures comme Hindenburg furent publiquement réhabilitées, et ceux qui défendaient une autre interprétation des événements furent persécutés. Le mythe du coup de couteau a non seulement servi de justification au démantèlement du système démocratique, mais aussi de fondement à la persécution idéologique. Juifs, socialistes et dissidents furent désignés comme responsables de la chute du Reich. Ce récit a ouvert la voie à des lois répressives, à des purges politiques et à une culture politique axée sur l'obéissance et le ressentiment. L'histoire fabriquée de toutes pièces d'une trahison interne a permis au régime nazi de fonder sa légitimité sur un mensonge soigneusement répété pendant plus d'une décennie. Voulait-il conquérir le monde, le véritable objectif du Reich? Durant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés ont répandu l'idée qu'Hitler projetait de dominer et d'asservir toute l'humanité. Cette affirmation simplifiait à l'extrême les véritables objectifs territoriaux et raciaux du régime nazi, qui n'ont jamais inclus la conquête du monde. La planification concrète de l'expansionnisme allemand était consignée dans un projet interne intitulé « Generalplan Ost », élaboré par l'Office central de la sécurité du Reich sous la direction d'Heinrich Himmler. Ce document classifié établissait les directives pour le remodelage de l'Europe de l'Est selon les critères raciaux du national-socialisme. Le plan avait été conçu par des spécialistes en démographie, en économie et en gestion foncière liés à la SS. Sa mise en œuvre était prévue par étapes successives sur une période de 30 ans, tout en restant secrète. Le programme visait à assurer la domination allemande sur la Pologne, les pays baltes, la Biélorussie, l'Ukraine et certaines régions de l'ouest de la Russie. Il était prévu d'y expulser, d'exterminer ou de germaniser des dizaines de millions de personnes considérées comme racialement inférieures. D'après des projets préparés entre 1941 et 1942, les responsables du Generalplan Ost envisageaient de déplacer plus de 30 millions de Slaves vers des régions reculées de l'Est. Himmler prévoyait au contraire d'y installer des paysans allemands, sélectionnés pour leurs valeurs biologiques et leur capacité à maintenir la pureté raciale. Cette colonisation se ferait par une combinaison de déportations forcées, de nettoyage ethnique et de restructuration agraire. Les peuples slaves qui restèrent furent soumis au travail forcé et réduits à un état de servage sans droit. Himmler était convaincu que la colonisation de l'Est garantirait la survie de l'Allemagne pour des siècles. Dans ses discours privés, il affirmait que cette région serait le cœur du nouvel ordre européen. Il était persuadé que seule l'occupation complète de ces territoires pouvait assurer l'avenir du peuple allemand.
Dans ses instructions écrites, il insistait sur le fait que les nouveaux colons devaient être robustes, disciplinés et loyaux au Führer. La colonisation ne devait pas reproduire les erreurs du passé, telles que le métissage ou la tolérance religieuse. Le général Plan Ost n'était pas une stratégie improvisée, mais une politique d'État étayée par des études approfondies. Son contenu fut révisé à plusieurs reprises par Richard Wetzel et Konrad Meyer, chargés de sa rédaction technique. Des estimations démographiques, des calculs de production agricole et des plans de répartition des terres furent élaborés avec minutie. La création d'un bureau central fut même envisagée pour coordonner les transferts de population et superviser la progression de la colonisation allemande. Bien que la guerre ait empêché sa pleine application, certaines de ces dispositions furent mises en œuvre dans des régions comme Zamość, où eurent lieu des déportations, des expropriations et des déplacements forcés de population. La résistance locale et le manque de ressources en limitèrent la portée, mais les ordres initiaux étaient clairs. Dans plusieurs régions de Pologne et d'Ukraine, les SS menèrent des opérations de nettoyage ethnique inspirées par le contenu du plan. Des milliers de villageois furent expulsés et remplacés par des colons Volksdeutsch venus de la Baltique et d'autres régions d'Europe. Les documents officiels montrent que l'objectif principal du régime était de transformer radicalement la carte ethnique de l'Europe de l'Est. L'idée d'asservir le monde entier n'apparaît jamais dans les textes stratégiques du gouvernement nazi. Ce mythe est né de la propagande alliée, servant à simplifier un programme bien plus localisé, quoique brutal. L'obsession du Troisième Reich était de dominer l'Est, non d'étendre sa domination à l'échelle mondiale. Fin avril 1945, alors que Berlin tombait aux mains des Soviétiques, Adolf Hitler restait retranché dans le Führerbunker, accompagné de quelques conseillers et de sa compagne Eva Braun. Le 30 avril, à midi, quelques heures après avoir épousé Braun, Hitler se retira dans sa chambre et se suicida d'une balle, accompagné de quelques conseillers et de sa compagne Eva Braun. Le 30 avril, à midi, quelques heures après avoir épousé Braun, Hitler se retira dans sa chambre et se suicida d'une balle. Braun l'accompagna et s'empoisonna. Les corps furent aspergés d'essence et incendiés sur ordre direct du Führer, selon des témoins. Plusieurs témoins présents, comme Heinz Ling et Otto Günsch, confirmèrent ces détails lors d'interrogatoires ultérieurs. Le déroulement des événements et les témoignages concordent. L'assassinat fut exécuté avec précision et les dépouilles furent laissées partiellement calcinées près de l'entrée du bunker. En pénétrant dans le secteur, les troupes soviétiques récupérèrent des fragments d'os et de dents parmi les restes calcinés. Ces éléments furent conservés par les services de sécurité du NKVD. Une partie d'un crâne et une mâchoire, ainsi que des prothèses dentaires, furent emportées à Moscou et classées comme preuve. En mai 1945, les services de renseignement soviétiques interrogèrent des membres du cercle rapproché d'Hitler, notamment son assistant personnel Ling et son médecin Ludwig Stumpfegger. Les informations recueillies ont permis de reconstituer les derniers jours du dirigeant nazi avec un niveau de détail qui fut ultérieurement considérée comme cohérente par les chercheurs occidentaux. L'existence des restes d'Hitler fut niée publiquement par l'Union soviétique au début de l'après-guerre. Au contraire, le régime entretint le doute quant à sa mort. Par des discours officiels et des articles de presse, les autorités soviétiques laissèrent entendre que le dictateur allemand aurait pu s'échapper. Cette campagne de désinformation dura plusieurs années et alimenta diverses hypothèses, dont celle d'un refuge dans une région reculée de l'hémisphère sud. Dès les années 1950, la CIA commença à recevoir des témoignages de personnes affirmant avoir vu Hitler dans divers pays d'Amérique du Sud. L'un de ces documents, déclassifié en 2017, contenait le témoignage d'un certain Philippe Citroën qui prétendait avoir parlé avec Hitler en Colombie en 1955. Il fournit même une photographie où il apparaissait soi-disant aux côtés du dictateur, mais les analystes qui examinèrent le dossier en écartèrent la véracité. Le dossier interne indiquait que ni l'agent ayant reçu le document ni l'expéditeur n'avaient eu la possibilité de vérifier ce récit. Parallèlement, des rumeurs circulaient concernant une base nazie secrète en Patagonie argentine, un possible réseau de sous-marins, voire un lien avec des installations allemandes en Antarctique. Aucune de ces hypothèses n'était étayée par des preuves tangibles. En revanche, des études dentaires menées à Moscou apportèrent un fondement solide au récit initial.
En 1972, le médecin légiste R.F. Sognae, en collaboration avec le professeur Michel Perrier, publia un rapport confirmant l'authenticité des dents trouvées dans le bunker. Les couronnes en or, la configuration de la mâchoire et les traces d'usure correspondaient aux antécédents dentaires d'Hitler, documentés par son dentiste personnel, Hugo Blaschke. En 2018, une nouvelle enquête médico-légale menée par des scientifiques français à examiner Diereteles restes étaient bien ceux conservés par le FSB. Grâce à l'analyse microscopique et chimique des dents et de la mâchoire inférieure, les chercheurs ont conclu à l'authenticité des fragments. Ils n'ont trouvé aucune trace de poudre, ce qui corrobore la théorie selon laquelle Hitler se serait suicidé en mordant dans une capsule empoisonnée. De plus, la comparaison avec des radiographies dentaires prises de son vivant a renforcé cette identification. Le rapport ne laisse aucun doute quant à la mort du dictateur dans son bunker souterrain de Berlin. Malgré la clarté des preuves médico-légales, des théories alternatives ont persisté dans certains secteurs de la culture populaire. Certaines ont été relayées par des productions télévisées, comme la série « À la poursuite d'Hitler », dans laquelle l'ancien agent Bob Baer suggérait que certains documents argentins déclassifiés en 2024 pourraient contenir des indices sur une possible évasion. Baer évoquait des liens entre des scientifiques allemands et le gouvernement de Juan Domingo Perón, notamment un projet nucléaire sur l'île de Huemul. Il faisait également référence à un prétendu réseau de soutien qui aurait bénéficié de l'aide des autorités locales. Cependant, aucun document parmi ceux publiés à ce jour ne relie directement Hitler à ses mouvements. Les dossiers consultés par la CIA mentionnent des évasions organisées via des filières clandestines connues sous le nom de Ratlins, qui ont conduit des milliers de nazis vers des refuges en Amérique du Sud. Certains cas ont été vérifiés, comme ceux d'Adolf Eichmann et de Joseph Mengele. Mais dans tous les rapports, le nom d'Hitler n'apparaît que de manière spéculative ou associé à des rumeurs infondées. Le rapport final du scientifique légiste américain Charles Brandt, qui a analysé des documents soviétiques et interrogé des témoins présents dans le bunker, a réaffirmé la conclusion officielle. Hitler mourut à Berlin le 30 avril 1945. Son corps fut incinéré sur ses ordres et ses cendres furent remises aux forces soviétiques. Les récits d'évasion s'inscrivaient dans une narration alimentée en partie par la propagande stalinienne et amplifiée par la suite par la culture de masse. À ce jour, aucune source n'a fourni de preuves concluantes contredisant les conclusions médico-légales, les témoignages oculaires ou les analyses dentaires. L'hypothèse de l'évasion ne repose sur aucun document sérieux et demeure du domaine de la fiction et de la spéculation. La technologie invincible du Reich, plus de fumée que de feu. Durant les dernières années de la guerre, le régime nazi a promu une série d'armes non conventionnelles sous l'appellation de Wunderwaffe, présentées comme des avancées capables de changer le cours du conflit. Ces projets comprenaient les fusées V1 et V2, le canon Gustave, l'avion à réaction ME-262, les bombes planantes et d'autres développements expérimentaux. Bien qu'elles fussent réelles et à différents stades de production, leur impact fut minime en raison de défaillances techniques, d'obstacles logistiques et de délais irréalisables. Le missile F-2, fabriqué avec une extrême minutie dans les usines souterraines Mittelwerk, fut le premier à pénétrer l'atmosphère et à frapper des cibles non défendues. Malgré cela, chaque unité coûtait plus cher qu'un bombardier quadrimoteur et sa précision était très faible. Les usines nécessitaient le recours au travail forcé et sa production absorbait des ressources dont d'autres secteurs avaient un besoin urgent. Parallèlement, le ME-262, considéré comme le premier chasseur à réaction opérationnelle, fut introduit trop tard, dans un contexte où la supériorité aérienne alliée était déjà écrasante. Sa vitesse surpassait celle des chasseurs conventionnels, mais les pénuries de carburant, l'insuffisance de la formation des pilotes et la fragilité du moteur limitèrent son efficacité réelle. Le gouvernement d'Hitler présenta ces projets comme les symboles d'une prétendue supériorité scientifique capable de renverser la situation militaire, mais en pratique, leur impact fut limité. Des rapports du ministère de l'Armement reconnurent que les lancements de V1 et de F-2 n'eurent aucun effet décisif. Les avions ennemis continuèrent d'opérer sans interruption, les lignes de ravitaillement restèrent coupées et les villes demeurèrent vulnérables. La production en série de ces armes nécessitait des composants stratégiques rares dans le Reich,
et les retards techniques ainsi que le sabotage interne ont encore davantage nui à leur efficacité. Le mythe subséquent d'une technologie nazie invincible a été renforcé par la propagande, les photographies et des plans inédits. Mais en réalité, il s'agissait d'une opération désespérée, fondée sur des espoirs démesurés plutôt que sur des résultats concrets. Certains projets n'ont jamais dépassé le stade de la planche à dessin. Canons soniques, projectiles filoguidés, soucoupes volantes expérimentales et autres engins insolites figurent dans des documents officiels, sans qu'aucune preuve concluante de leur fonctionnement n'ait jamais été établie. Plusieurs de ces programmes ont été alimentés par des rumeurs internes, des promesses exagérées d'ingénieurs ou la simple propagande de Goebbels. Parallèlement, la machine de guerre allemande était incapable de rivaliser avec les volumes de production quotidiens des États-Unis et de l'Union soviétique. Tandis que le Reich fabriquait quelques avions à réaction par mois, ses ennemis déployaient des milliers de bombardiers, de chars et de camions. Le charisme d'Hitler, suggestion collective ou pouvoir hypnotique fin. L'image d'Hitler, dépeint comme un personnage incontrôlable aux cris incontrôlés et aux gestes extrêmes, a été popularisée par le cinéma et, plus récemment, par la diffusion de vidéos sur les réseaux sociaux. Mais cette image ne correspond pas à la façon dont il a été perçu durant sa carrière politique. Bien que son comportement soit devenu erratique dans les derniers mois de son régime, il n'a pas toujours agi de manière démente, et cet aspect n'explique pas comment il a pu accéder au pouvoir. Réduire son parcours à un cas de folie ou de manipulation magique de l'opinion publique occulte les facteurs sociaux qui ont permis son ascension. Hitler n'a pas imposé sa figure par la force dès le départ, et il n'est pas arrivé au pouvoir par un coup d'État. En janvier 1933, il fut nommé chancelier par décision institutionnelle, après avoir obtenu le soutien des milieux d'affaires, des politiciens conservateurs et de certains secteurs de l'armée qui voyaient en lui une solution crédible face à la menace communiste. Entre 1930 et 1933, il sut habilement identifier le moment de crise, l'exploiter à son avantage et faire appel aux craintes partagées par de larges pans de la société allemande. Le soutien qu'il reçut à ses débuts ne fut ni fabriqué ni imposé par la force. Diverses sources documentaires montrent que, lors de ses apparitions publiques, il parvenait à créer un lien émotionnel avec son auditoire. Il y parvenait non par la raison ou l'argumentation logique, mais par une mise en scène qui jouait sur l'anxiété, l'insécurité et le désir d'ordre. Cet effet collectif n'impliquait ni manipulation mentale ni pouvoir surnaturel. Il résultait d'une interaction entre son discours, la disposition psychologique du public et le contexte émotionnel du pays. Fridolin von Spaun raconta qu'au cours d'une rencontre informelle, il avait perçu un regard intense de la part d'Hitler, qu'il attribua à une prétendue force de volonté extraordinaire, bien qu'il ne s'agisse peut-être que d'un simple tremblement. Emil Klein, quant à lui, se souvenait que dans une brasserie, l'atmosphère engendrait une adhésion spontanée parmi les participants, davantage influencée par la tension collective que par le contenu du discours. Ces réactions ne révèlent pas un pouvoir personnel hypnotique, mais plutôt un environnement soigneusement conçu pour susciter une émotion partagée. Des recherches ultérieures indiquent que le magnétisme supposé du dirigeant ne provenait pas de lui seul, mais du lien collectif généré lors des rassemblements de masse. Ce lien émotionnel était renforcé par un réseau de médias savamment orchestré. À partir de 1933, le ministère de la propagande, dirigé par Joseph Goebbels, utilisa la radio, le cinéma, les affiches et les défilés pour consolider l'image d'un leadership inébranlable. Il ne s'agissait pas simplement de reproduire des discours, mais de fabriquer une représentation soigneusement mise en scène du chef de l'État. Dans les films documentaires, comme ceux réalisés par Leni Riefenstahl, un récit mis en scène présentait Hitler comme un leader des masses. Le cadrage, la musique et le montage contribuaient à créer une figure semblant établir un lien émotionnel spontané avec le peuple allemand. En réalité, ces œuvres étaient produites selon une logique technique précise, où chaque plan, chaque son, chaque mot avait une portée symbolique. Les discours furent enregistrés et diffusés par des haut-parleurs installés dans les rues, les gares et les usines. Les photographies officielles furent retouchées et distribuées en masse. Les unes des journaux. Les journaux affichaient constamment son visage. La radio d'État diffusait des messages avec sa voix au moment clé. Tout ce dispositif amplifiait sa présence, même dans des lieux où il ne s'était jamais rendu en personne.
Cette omniprésence n'était pas le fruit d'une qualité individuelle, mais d'une campagne systématique menée par les institutions du régime. Lors des événements publics, le texte d'ouverture, les gestes et le moment précis où il devait prendre la parole étaient décidés à l'avance. L'utilisation de symboles, d'uniformes, d'éclairage et de chorégraphie collective n'était ni aléatoire, ni due à un charisme spontané, mais bien le fruit d'une stratégie visant à susciter une émotion collective. L'impression d'être en présence d'un leader hors du commun résultait de la somme de ces éléments, et non d'une qualité innée. Par conséquent, l'effet décrit par de nombreux témoins ne peut être interprété comme la conséquence directe d'un mystérieux pouvoir personnel, mais comme le résultat d'un environnement préparé à produire de telles réactions. Le sentiment d'enthousiasme, d'identification ou de dévotion était construit par un système combinant répétition, mise en scène et appel aux émotions. Hitler n'obtenait pas ces réactions par des moyens inexplicables, mais parce qu'il incarnait, par ses gestes et ses paroles, les angoisses partagées par une population meurtrie par la défaite, l'inflation et le chômage. Son charisme supposé était donc le fruit d'une interaction entre discours, techniques de propagande et contexte politique. Son image publique n'était pas le résultat d'une influence hypnotique, mais bien d'une stratégie soutenue qui a transformé un homme politique en symbole de rédemption pour des millions de personnes. Loin d'être une exception inexplicable, il s'agissait d'un cas extrême de construction médiatique, fondée sur des conditions historiques et des technologies de communication spécifiques, qui ont amplifié et renforcé son image de leader sauveur. Tous ces récits formaient une narration destinée à dissimuler les échecs, à masquer les crimes et à renforcer le pouvoir du régime. Derrière chaque mythe se cachaient des documents, des décisions et des stratégies qui ont construit une histoire mensongère mais efficace. Comprendre leur fonctionnement ne relève pas seulement de la mémoire, mais aussi du démantèlement des mensonges qui persistent,